Alors bonjour Sophie Bonnet. Bonjour. Vous avez publié Salutations révolutionnaires en octobre 2018 aux éditions Grasset. Pouvez-vous présenter déjà votre parcours et ensuite vos différentes activités actuelles? Alors, je suis réalisatrice de documentaires et auteure de non-fiction. Et le point commun de tout ça, c'est que je m'intéresse toujours la plupart du temps à des enquêtes dans le monde pharmaceutique, industriel, ou dans le monde politique ou criminel, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et donc, pour Carlos, ça a été une longue enquête, c'est-à-dire que pendant 4 ans, je suis allée le voir à la centrale de Poissy tous les mois. Donc, c'était des visites mensuelles qui duraient 5 heures et c'était des parloirs collectifs. Du coup, voilà, ça a été une espèce de plongée dans un univers très, très fou où à la fois je suis devenue proche de cette personne-là, ce que je n'avais pas forcément imaginé au départ, et puis je me suis vraiment familiarisée avec un monde qui était inconnu pour moi et complètement fou, mais qui est un monde aussi de fiction presque. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer pour les jeunes lecteurs qui était ce terroriste Carlos? Est-ce qu'on peut déjà l'appeler terroriste? Alors, c'est quelqu'un qui a été élevé dans l'idée qu'il allait changer le monde, qu'il allait faire la révolution, et il a grandi avec cette idée chevillée au corps qu'il était le nouveau Che Guevara, qui serait une espèce de figure révolutionnaire mythique. Il a gardé ça vraiment en tête très profondément. C'est ce qu'il a été au début de son parcours, certainement. C'était un terroriste d'extrême gauche qui avait dans l'idée que pour changer le monde, il fallait utiliser la violence, poser des bombes. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a assez rapidement dévié. Il est devenu très clairement un mercenaire. C'est quelqu'un qui est responsable de la mort de plus de 80 personnes et qui a blessé. Enfin, lui, il dit 2000. Bon, alors voilà, après, on va pas se battre sur les chiffres, mais c'est quelqu'un qui a eu une trajectoire sanglante épouvantable. Le nom de Carlos a résonné beaucoup pendant des années. C'est quelqu'un qui qui a terrorisé la France, qui est aujourd'hui tombé dans l'oubli. C'est son grand malheur parce que c'est quelqu'un qui s'imaginait mourir couvert de gloire, et il a une fin, une chute qui est absolument terrible, glauque. C'est quelqu'un qui n'a plus un sou aujourd'hui et qui est oublié de tous et qui quémande quelques sous et qui finit complètement oublié. Il n'avait jamais imaginé une chute aussi terrible et raide. Est-ce qu'on peut revenir sur son comportement, sur sa pathologie? Est-ce qu'il a réellement... C'est quelqu'un qui n'est pas fou. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence redoutable. Il parle 8 langues, il est extraordinairement cultivé. C'est un immense manipulateur. Quand il est arrivé en prison, il avait une espèce d'aura comme ça très forte. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui l'arrêtent, qui lui demandent de signer des autographes. Enfin, voilà, il avait une puissance financière très importante. Il a vraiment fait trembler la République pendant des années. Il a eu les services secrets du monde entier à ses trousses pendant des années. On espionnait, on le suivait, le moindre de ses faits et gestes. Il a bénéficié à la fois de son intelligence redoutable, de beaucoup de chance aussi, et puis il s'est servi des replis de l'histoire. C'est quelqu'un qui a été caché pendant des années derrière le bloc de l'Est, derrière le mur de Berlin, etc., qui a ensuite été mercenaire pour la famille d'Hafez el-Assad. Enfin, il a bénéficié d'un certain nombre de coups du destin, disons. Et donc, ses premières années en prison, il était vraiment... toujours épié, soutenu, etc. C'est des choses qui ont petit à petit baissé, voire complètement disparu. Mais encore aujourd'hui, lui, il n'a pas du tout accepté ça. Et la moindre petite chose dans sa vie, une lettre qui arrive en retard, un parloir qui est refusé, il s'imagine que ce sont forcément les services secrets. C'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, se pense au centre de l'histoire. Alors après, à l'époque où le président Chavez était au pouvoir au Venezuela, il a encore eu, il avait beaucoup de soutien. Il y avait des valises de dollars qui arrivaient, il bénéficiait d'un statut assez spécial. C'est quelque chose qui est complètement fini aujourd'hui et qui est très dur pour lui à accepter. Alors il est complètement différent du reste des détenus parce que c'est quelqu'un qui est hors communauté. Le monde carcéral est très très communautaire. Lui, il est ni gitan,
voilà, il est musulman, mais il ne s'inscrit pas du tout dans la communauté musulmane. Il est complètement anicorse, enfin il est complètement à part, tout seul. Il a un grand sentiment de supériorité. Les choses sont de plus en plus difficiles. On se moque de lui pas mal. C'est quelque chose qui, voilà, c'est une chute, c'est une fin. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'histoire de la France, mais qui est aujourd'hui, de la France et du monde, qui est aujourd'hui en train de disparaître. Et c'est une sorte de papy bedonnant qui mange des sneakers en cachette à la cafétéria du parloir. Voilà, c'est un destin de fiction, c'est un personnage de fiction, vraiment, très clairement. Est-ce que, à partir de quand déjà êtes-vous allé le voir en prison? Donc revenons un peu sur l'histoire de Carlos. Depuis quelle année est-il incarcéré? Et surtout, va-t-il sortir un jour? Alors, il est incarcéré en France depuis 1994. Son arrestation à Khartoum, au Soudan, a été quelque chose d'éminemment romanesque et politique. Disons, ça représentait vraiment quelque chose de très fort pour la France d'avoir réussi à mettre la main sur Carlos, qui se cachait depuis des années, qui se riait, disons, du fait que les polices du monde entier étaient à ses trousses. Il était très, très fier de ça. Il a fini vraiment complètement traqué et les différentes puissances du monde arabe notamment se sont débarrassées de lui. On ne voulait plus de lui nulle part, donc ça a correspondu aussi à cette période au fait qu'on puisse parvenir à l'arrêter. Ça a été une grande victoire de Charles Pasqua. Donc il est arrêté en 1994 et donc depuis il est en détention. Cette détention est vraiment l'histoire d'une longue descente. Il est condamné il a 3 perpétuités. Là, il a repris une perpétuité récemment pour les attaques du drugstore en 1975. Donc, c'est quelqu'un qui ne sortira jamais. Il a failli être échangé contre Ingrid Betancourt il y a quelques années. Ça a vraiment constitué sa dernière chance de sortie. C'est quelqu'un qui, malgré ça, parce que 3 perpétuités, normalement, ça n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose de complètement surréaliste. Malgré ça, lui, il est intimement persuadé, et c'est ce qui le fait tenir, qu'il va sortir et il va prendre le pouvoir au Venezuela. Voilà. Il vit avec ça, il se réveille avec ça tous les matins et c'est sa force et c'est sa conviction. Et donc, c'est une histoire complètement folle. Est-ce que vous pouvez nous raconter les moments passés avec lui? Est-ce que vous écrivez après être sorti? Est-ce que vous écrivez pendant vos entretiens? Est-ce que les entretiens sont cordiaux? Est-ce qu'ils sont houleux? Alors en fait, quand je rentre dans la prison, à chaque fois, c'est des parloirs qui durent 5 heures et donc je cache un petit carnet et un crayon dans ma veste. On ne les a jamais trouvés et puis bon, de toute façon, c'est pas vraiment ce que les gardiens cherchent. On cherche de la drogue, de la nourriture, des ciseaux, des couteaux. Donc c'est pas forcément des choses qui auraient pu poser problème. Ce sont des grands parloirs collectifs, donc on est une quarantaine de familles ensemble dans une immense pièce et il y a des petits box dans lesquels on peut s'enfermer. Donc nous on discutait sur les 5 heures, on discutait disons tous les deux pendant 2 heures à peu près. Et le reste du temps, on discutait avec tous les détenus et leurs familles. Je prenais des notes beaucoup devant lui, et puis aussi après, quand je partais, d'autres choses qu'il avait pu me raconter. Donc je notais beaucoup. Chaque parloir équivalait à un carnet à peu près. Donc de toute façon, lui, il était tout à fait au courant de qui j'étais, de ce que je faisais, etc. Il a très rapidement été persuadé que j'allais, participer à sa gloire, à l'entreprise de réhabilitation et que je participerais à certains cultes de la personnalité. Très très clair, oui, absolument. Donc, et puis il était aussi très désireux de montrer au reste des détenus et à la prison que des gens venaient le voir. Donc il se vantait de manière plus ou moins menaçante d'avoir prévenu les types de l'ETA, les Corses, etc., de qui j'étais, d'avoir donné mon adresse, enfin tout un espèce de système de chantage, de pression plus ou moins efficace ou clair, mais disons que lui, il a très clairement considéré très rapidement que j'étais dans son camp et qu'il arriverait à me manipuler, à faire de moi ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout alors pas tout de suite, mais au bout de 2-3 ans, il m'a avoué un certain nombre d'actes qu'il n'avait jamais avoué à la justice parce qu'il était persuadé que c'était une manière psychologique de me tenir et que de toute façon, jamais j'irais le trahir parce que j'aurais trop peur, quoi. J'étais une recrue. Très rapidement, pour lui, c'était une conviction parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Et encore aujourd'hui, alors qu'il a vraiment un pouvoir qui s'étiole complètement, un de ses grands modes de fonctionnement et plaisir, c'est de monter les gens les uns contre les autres, de lancer des rumeurs, de lancer une espèce de voir
qui va correspondre, qui va voilà, réagir, etc. Donc il monte ses avocats les uns contre les autres, il monte ses visiteurs les uns contre les autres, et il regarde ce qui se passe pour essayer toujours de garder le pouvoir. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est tout à fait chaleureux, extrêmement drôle, extrêmement cultivé. Il peut en une seconde complètement changer et devenir très, très menaçant, très voilà. Après, au quotidien, voilà, c'est un blagueur, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des vraies discussions politiques, voilà, pas du tout, enfin, des vraies discussions. C'est quelqu'un d'extraordinairement cultivé. Il y avait tout un système disons, de petites maisons dans lesquelles on peut aller normalement pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours quand on est en famille. Nous, on faisait des séjours de 8 jours là, de 8 heures, n'importe quoi, qui me semblait parfois 8 jours, mais bon. Et donc du coup, ça c'est à l'intérieur de la prison, donc là il pouvait amener de la nourriture, c'est lui qui apportait, donc c'était vraiment... Pour lui, en fait, ça, c'était des moments où il se revoyait à Caracas. Alors, il amenait des monceaux de nourriture, il mettait la musique, et donc c'était une espèce de fête comme ça, de choses très, très joyeuses. La nourriture, c'est un jouisseur profondément. Donc, tout ce qui est plaisir terrestre, c'est quelque chose qui est très important pour lui. La musique, le cigare... et la nourriture, voilà. Donc c'était des espèces de moments comme ça complètement assez surréalistes où il se revoyait chez ses parents, qui étaient des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui donnaient des grandes fêtes comme ça, et donc il avait l'illusion comme ça pendant quelques heures de recréer ce monde perdu, cette enfance perdue qui est très présente encore aujourd'hui, hein. Mais toutes ces années pendant lesquelles il a été sûr et persuadé qu'il deviendrait un jour le maître du monde. Voilà. Et encore aujourd'hui, lui, il se vit de toute façon comme le maître de la prison, sans aucun doute. Alors, est-ce que Carlos a lu le livre et également, est-ce qu'il vous a donné des ordres pour ne pas écrire certaines choses? Alors, il les a pas, il a lu le livre, ça c'est sûr, plusieurs fois. Il m'a beaucoup écrit après, en me disant que de toute façon, il était persuadé que c'était les services secrets qui m'avaient forcé à écrire ça, parce que je n'aurais pas pu de moi-même écrire des choses aussi rudes sur lui, ce qui aurait revenu à dire que Vous aviez une relation entre voilà, guillemets. et qu'il se serait trompé sur mon compte et qu'il n'aurait pas vu que j'étais quelqu'un de traître. Donc il a estimé que c'était mon entourage, mon mari, enfin voilà, des gens d'origine juive, enfin qui auraient fomenté un espèce de complot à son égard, et que du coup les services secrets auraient tenu ma main pendant l'écriture de ce livre. Donc je sais qu'il l'a lu à plusieurs reprises. Il m'a beaucoup écrit après pour mon anniversaire, les anniversaires de mes enfants, enfin voilà, en me demandant que je revienne, que Vous avez coupé tous les ponts avec lui? Oui, parce que pour moi c'était très... Ça a duré l'espace d'un livre. C'était très compliqué, c'est devenu une relation qui était très compliquée, qui m'a, fini par me rendre malade physiquement, parce que pendant tout un moment, j'allais là-bas tous les mois. C'est un environnement qui est quand même très particulier à l'univers carcéral. Et puis après, quand j'ai commencé, j'ai fait un documentaire aussi. Et donc du coup, je travaillais vraiment tout le temps sur cette histoire. J'avais l'impression de vivre avec Carlos. Et c'était complètement étouffant. J'en étais vraiment malade. Donc du coup, j'ai coupé. Enfin voilà, c'est fini, c'est une histoire qui est finie. Et donc je retournerai peut-être un jour le voir comme ça, mais je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment, c'est fini. Je peux plus... c'est trop difficile, quoi. C'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup atteint. Donc, voilà. Pourquoi avoir développé des livres autour d'enquêtes, et surtout pourquoi avoir ciblé des serial killers ou des personnages sulfureux? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette optique-là? En fait, Carlos, vraiment ce qui m'a lancé sur cette enquête, c'était un article du Figaro qui était paru, je crois, en 2011, enfin, qui le décrivait comme un espèce de dandy qui vivait dans une espèce de monde complètement imaginaire en prison. Et je suis assez fascinée par les chutes, enfin voilà, donc j'étais les choses qui se terminent. Et j'avais une espèce de curiosité de voir ce que pouvait être un vieux terroriste, quelqu'un qui avait cru changer le monde et qui finissait dans une cellule de 10 mètres carrés depuis
10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, qu'est-ce qui avait pu passer par la tête de ce type-là et qui il était aujourd'hui. C'était ma motivation quand j'y suis allée. Après, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais, et puis c'était tas d'autres choses qui m'ont fait tenir et rester. J'aime bien l'idée de découvrir ce qui est caché, d'aller derrière les choses. Donc ça, c'est de toute façon ce qui me motive de manière générale quand j'enquête, c'est d'arriver à faire surgir une forme de vérité. Alors la vérité, personne ne peut se targuer de la révéler, disons, mais c'est quelque chose qui me motive, enfin voilà, qui me fait tenir. Et par ailleurs, je suis quelqu'un de très tenace. Donc quand j'ai quelque chose en tête, c'est rare que je lâche. Et est-ce que vous pensez que Carlos vous a en quelque sorte manipulé? Est-ce qu'il a exagéré? On sait qu'il exagère énormément les choses. Est-ce qu'il a, pensez-vous, exagéré certains faits? Ou est-ce qu'il a pu inventer des actes qu'il n'aurait pas forcément commis? Il m'a clairement manipulé, ça c'est sûr. Et il y a eu des tas de moments de flottement dans le sens où j'avais jamais imaginé pouvoir m'attacher d'une certaine manière à un type comme ça. C'est toujours très troublant de se dire que si on rencontrait, comment dire, on s'imagine voilà, que si on rencontrait quelqu'un qui représente une certaine forme de mal absolu, on se dit qu'on le verrait, qu'on s'en éloignerait, et c'est toujours très troublant, dérangeant, horrible de se dire que finalement le mal absolu, voilà, ça peut être tout le monde. C'est un grand manipulateur, ça c'est sûr, donc j'ai été certainement sous son emprise d'une certaine manière. Après, je pense aussi que l'emprise, elle s'est jouée des deux côtés, parce qu'il attendait des choses de moi, il espérait des choses de moi, et que voilà, c'est une espèce de jeu d'échecs qui s'est joué à deux. Après, finalement, qu'est-ce que c'est que le mal absolu? Est-ce qu'on peut il n'y a rien à trouver finalement. La grande tristesse de cette histoire, c'est que c'est aussi un homme, tout ce qu'il y a de plus banal. Qu'est-ce qui peut forcer, pousser quelqu'un, amener quelqu'un à commettre l'irréparable? Pour une cause. Pour une cause ou pour une prétendue cause. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a été longtemps la créature de son père, qui était quelqu'un qui, le père de Carlos était vraiment un révolutionnaire en chambre, qui avait des grandes idées, mais qui vivait comme un aristocrate. Il a été la créature de cet homme-là, et puis après, il cherchait un moyen de vivre de cette vie-là, une vie d'aventurier. C'est quelqu'un qui a été élevé dans le luxe et qui voulait garder ça. Et ce qui l'a maintenu aussi en vie et si haut, disons, c'était l'amour des femmes, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir profondément, bien plus que la cause qu'il défendait. Et je pense qu'il aurait défendu n'importe quelle cause. C'est peut-être rude de dire ça, mais pour moi, c'est la vérité, vraiment. Comment expliquez-vous la fascination des lecteurs, du grand public, justement, pour ces personnages-là? Est-ce que c'est le charisme qui joue? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que ce sont les causes défendues? Qu'est-ce qui attire le mal? Pourquoi le lecteur va chercher le mal absolu? C'est très perturbant je pense, de se dire que finalement... qu'est-ce qui amène quelqu'un à tuer? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à commettre des actes d'une horreur absolue? Comment est-ce que les nazis, les gardiens d'Auschwitz pouvaient... avoir des journées épouvantables et puis rentrer le soir et embrasser leurs enfants. Enfin voilà, cette espèce de dualité à laquelle je ne sais pas si on peut avoir de réponse, mais en tout cas, il y a de toute façon une espèce de fascination sur ce que l'être humain est capable de commettre, et il y a en même temps une horreur et puis quelque chose qui fait qu'on a quand même envie d'aller voir et d'avoir une explication qui n'existe pas forcément. Mais ça, c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, profondément humain. C'est une curiosité très humaine de voir comment on fonctionne. Voilà. Toujours que je filme parce que j'ai pas envie qu'il parle dans le vide. C'est tellement intéressant chaque fois que non. Alors revenons un peu sur le personnage de Carlos. Peu de lecteurs savent encore qui il est en France. Quel impact a-t-il eu et a-t-il encore aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, aux États-Unis ou dans le monde entier, en tout cas dans les pays dans lesquels il a commis ces actes? C'est vrai qu'en France, alors qu'il a vraiment terrorisé
Le pouvoir, c'est quelqu'un qui est tombé dans une sorte d'oubli total. On pense souvent qu'il est mort. C'est une situation qui est très différente de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde arabe notamment, enfin au Liban par exemple, le nom de Carlos, alors on l'appelle Carlos le Chacal, Carlos the Jackal, c'est vraiment un nom qui inspire la terreur. Ça paraît étonnant, mais c'est vraiment, les gens ont encore une très grande crainte de lui, de ses réseaux, des connexions qu'il peut avoir, de son pouvoir de nuisance. Qui est vraiment encore très très fantasmé, mais très fort dans l'esprit des gens, dans tout le monde arabe, vraiment, en Israël également. Et alors dans le monde anglo-saxon, Carlos the Jackal, c'est quelque chose qui reste encore très très fort. Vraiment, ça dégage vraiment quelque chose d'intense chez les gens, ce qui n'est effectivement pas le cas en France, où les gens ne savent pas qui il est, où est-ce qu'il est, pour quelle cause il s'est battu. C'est quelqu'un qu'on ne situe pas très clairement. Il y a eu un film sur lui, il y a quelques années, qui avait bien marché. Je pense que c'est aussi dû à sa trajectoire très étrange, qui est quelqu'un qui a commencé comme révolutionnaire et qui a fini comme mercenaire, donc il est complètement inclassable. C'est pas quelqu'un de facilement explicable. Après, c'est vraiment malheureusement un des pères du terrorisme actuel, et c'est le premier qui est passé de l'extrême gauche à l'islam. Il s'est converti à l'islam il y a très longtemps, de mon point de vue par pur opportunisme, parce que c'est quelqu'un qui a senti les choses tourner, disons, et qui a vite compris quel intérêt il pourrait tirer de cette conversion. Donc c'est une figure majeure dans l'histoire du terrorisme, mais c'est quelqu'un qui est un jouisseur profondément, qui aimait l'argent et les femmes avant tout. Donc voilà, ça fait une espèce de figure comme ça tout à fait étrange qui, dans la réalité, ne devrait pas exister. C'est un personnage de fiction, vraiment, complètement. Alors comment expliquer la différence, la dichotomie de trajectoire entre un Che Guevara et un Carlos? Che Guevara, il est mort en pleine gloire. Si Carlos était mort à l'OPEP, le jour de la prise d'otage de l'OPEP, je pense qu'il serait resté une figure mythique. Alors, ce jour-là, il a décidé, même s'il le nie et lui dit que c'est pas vrai, mais il a décidé de prendre la fuite avec des millions de dollars, des valises des millions de dollars, parce que c'était impossible pour lui de résister. Donc, il a pris la rançon et il s'est enfui. Donc il est resté en vie. Le prix qu'il a payé, c'est qu'effectivement, à partir de ce jour-là, sa chute, pour moi, elle se situe vraiment le jour de la prise d'otage de l'OPEP en 1975, où il est une espèce de figure comme ça, avec son béret à la Che Guevara, justement, sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, et il se barre avec les millions de dollars. Et du coup, ce jour-là, il était révolutionnaire, il devient mercenaire, parce que les millions qu'il avait, il aurait pu s'en servir pour créer un mouvement politique, faire quelque chose. Il va tout claquer en 2 ans à Alger en pute et en whisky. Parce que c'est complètement impossible pour lui de résister à cet attrait-là, à ce que l'argent lui offre. Et il a toujours, avant tout, choisi le luxe, la luxure et non pas la cause. Ah mais bien sûr, évidemment. Mais pour moi, sa chute, elle se situe ce jour-là. Donc c'est un personnage complètement inclassable. Et dans le monde arabe, le FPLP, ils ont mis, donc son mouvement politique, le mouvement communiste auquel il appartenait, ils ont mis des années à vouloir accepter ça et à ouvrir les yeux sur quelqu'un qui était pour eux une espèce de héros. Et ça a été très dur d'accepter ça. Il est parti avec la caisse, très clairement. Donc mieux vaut, pour rester dans l'histoire, mieux vaut mourir en martyr. Bien sûr. Plutôt qu'être que en de prison. piquer la caisse pour... voilà. Est-ce qu'un romancier peut tout écrire? Où sont ses limites? Je vous considère comme romancière, avant tout, donc où est votre limite? Est-ce que des sujets peuvent être pour vous une limite totale, une limite absolue? Ou vous ne vous interdisez à rien et vous allez chercher tout ce qui est secret, tout ce qui risque d'intéresser le lecteur lambda? C'est très compliqué de répondre à cette question. Je pense que ça se décide au cas par cas. Il faut, disons, nuire au moins de gens possible. Moi, je travaille toujours à partir de la réalité. Donc après, la non-fiction, on raconte plus ou moins, on raconte jamais tout.
parce qu'il y a aussi un côté règlement de compte et du coup ce que vous écrivez va forcément avoir des conséquences, donc vous ne pouvez pas écrire la totalité. La limite, c'est vous qui la décidez. Il n'y a pas une réalité, il y en a plusieurs. Après, pour Carlos, j'ai vraiment, en tout cas en ce qui le concerne lui, je ne me suis pas interdit grand-chose parce que j'estime que c'est un personnage historique pour lequel il est normal de raconter tout ce qu'on sait. Pour ce qui concerne sa famille, sa fille, par exemple, voilà, il y a des choses que je n'ai pas dites parce que c'est des gens qui n'ont rien demandé, qui ont une famille, qui ont des enfants, etc. Et l'idée, c'est de ne pas nuire quand même. Enfin, voilà, de mon point de vue, il y a une partie morale, mais je décide moi, toute seule, en essayant de faire le mieux possible. Voilà. Ok. On va parler peut-être de votre futur projet. Je sais que vous écrivez un roman, mais peut-on l'appeler réellement roman? À partir de quand appelle-t-on un livre roman? Où voyez-vous la limite entre un roman et une non-fiction? Et où est la limite? Avec des éléments... À partir du moment où dans un livre tout est vrai, peut-on appeler ça roman? Je ne sais pas. C'est très compliqué. Et puis, en tout cas, sur le livre que j'écris en ce moment, qui va être un récit d'une affaire criminelle sur laquelle j'ai beaucoup enquêté, il y a disons, la vraie question, elle est juridique, c'est-à-dire est-ce que je peux raconter des choses que la justice n'a pas tranchées, que la justice n'a pas dites, sur lesquelles la justice n'a pas enquêté, les gens qui m'ont parlé, jusqu'où moi je peux parler pour ne pas leur nuire, donc c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une affaire criminelle sur laquelle j'ai longuement enquêté. La forme narrative que j'ai choisie, c'est là avec un narrateur omniscient, parce que du coup, ça m'évite de donner trop de détails sur la façon dont j'ai obtenu mes informations. Donc c'est le choix que j'ai fait. Après, roman par roman, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est une trame de non-fiction pure et dure, ça c'est sûr. Voilà. Okay. Alors, étant donné que étant donné que vous avez passé quand même pas mal de temps en prison, est-ce que vous avez un regard nouveau ou différent sur le monde carcéral? Moi, ce qui m'a vraiment convaincue de rester, parce qu'au début, les relations avec Carlos, c'était quand même très compliqué, ce qui m'a vraiment complètement happée, c'était la folie du monde carcéral, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'était des parloirs donc collectifs, on était une quarantaine de familles, et il y avait, enfin vraiment, ce qui m'a scotché, c'est la place des femmes là-bas qui venaient pour soutenir leur mari, leur frère, leur père, etc. Et l'absurdité totale de ces gens qui rentrent dans un état souvent déjà pas terrible et qui ressortent, mais enfin, c'est comme si la société avait une espèce de volonté de vengeance, mais ils ressortent complètement camés. Il y a des quantités de drogue qui circulent dans des conditions complètement... et c'est ahurissant. Et tout le monde va très mal, à la fois les prisonniers, mais également les matons. C'est un monde extrêmement violent et absurde, enfin, sans porter de jugement, mais... Et il y a vraiment une espèce de volonté de mettre tout le monde sous médoc et sous drogue pour ne pas... enfin voilà, que les jours passent comme ça. Mais c'est des gens qui... Alors les prisonniers, il y en a un certain nombre déjà qui ne savent pas lire, par exemple. Quand ils ressortent au bout de 10 ans, 15 ans, parce que Poissy, c'est que des longues peines pour des actes graves. Quand ils ressortent, ils ont passé 15 ans à jouer aux jeux vidéo toute la journée, à regarder des vidéos de cul toute la journée. Ils ressortent, ils sont camés. Et donc, alors ils allaient déjà généralement pas très bien en rentrant. Ils ressortent, c'est épouvantable. Enfin, il y a une absence, alors c'est pas à moi de porter un jugement, mais une absence importante quand même de prise en charge psychologique, etc. Et voilà, c'est une espèce de gens comme ça complètement livrés
à eux-mêmes. Les gens qui ont des parloirs, c'est les gens qui vont le mieux parce qu'il y a des gens qui viennent les soutenir de l'extérieur. Donc c'est leurs femmes qui font tourner la boutique, qui s'occupent de tout ce qui est administratif, qui apportent le linge. Donc c'est un job à temps plein, femme de détenue ou sœur de détenue ou mère de détenue. Donc elles viennent là 3 fois par semaine, elles s'occupent de tout, c'est elles qui gèrent tout. Et quand ces types-là ressortent, alors on a un des taux de récidive les plus élevés d'Europe, il ne faut quand même pas s'étonner pourquoi, parce que c'est tellement absurde et d'une grande violence, vraiment. Et les gens ont une remise en question, du coup, quasi nulle sur leurs actes, sur ce qu'ils ont fait, etc. Il y en a un certain nombre qui se convertissent. Il y a un rapport à la religion qui est très fou aussi, parce que du coup, c'est quand même plus facile. Vous êtes davantage protégé si vous vous convertissez à l'islam. Donc on va vous trouver une femme, enfin les conditions de vie vont faire que c'est plus facile, quoi. Donc il y a aussi une espèce de volonté ou facilité, je ne sais pas, de fermer les yeux sur tout ce qui se passe. Mais c'est un système très violent, très fou, où les gens vont quand même très mal, tout le monde, hein, ceux qui sont là et ceux qui y travaillent. Enfin, moi je trouve que c'est très choquant et très triste et très fou comme monde, voilà. Et très inquiétant, de toute façon, parce que ces gens-là, un jour, ressortent. En fait, on fait comme si ça n'avait pas d'importance qu'ils deviennent complètement camés, parce qu'ils ne vont jamais ressortir, sauf que ces gens, ils ressortent. Donc, bon. Donc la prison n'est plus le principal... comment dire ? La prison n'est plus la seule répression possible en réalité pour vous ? Est-ce que ce n'est plus la seule solution ? Je sais pas, moi je ne suis pas légitime à porter un jugement sur les solutions, enfin voilà, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, moi je suis allée à Poissy beaucoup, et puis à Fresnes un petit peu. C'est un système où les gens qui rentrent vont généralement pas très bien. Quand ils ressortent, ils vont, dans 98% des cas, encore plus mal. C'est mon opinion, ça reste une opinion personnelle, mais et c'est comme si leur retour à la société n'avait pas été pensé, quoi. Et donc, on a un taux de récidive très important qui est, de mon point de vue, pas étonnant. Et souvent, j'entendais des détenus qui avaient commis des meurtres, enfin voilà, qui avaient... Est-ce qu'ils s'en vantent ? Oui, et puis il y a oui, bien sûr, ils s'en vantent. Ouais. Et plus vous avez tué de gens, plus vous êtes respecté. Si vous avez tué des juifs, bon, bah là, c'est quand même une espèce de truc ultime. Et donc, non, il y a une absence... pas totale, mais importante de réflexion. Voilà. Donc ces gens ressortent un jour et puis ça se passe mal. Ça ne peut que mal se passer. Est-ce que cette expérience avec Carlos vous a donné envie de rééditer l'expérience avec un autre détenu ou pas du tout ? Non, c'est trop... trop anxiogène ? C'est trop anxiogène sur ce que ça dit de notre société. Et en plus, Poissy a la réputation d'être une bonne centrale, une centrale où les gens sont traités de manière correcte, avec humanité, etc. Donc je n'ose même pas imaginer... Enfin, Fresnes, moi, je suis allée une fois à Fresnes, c'est juste l'enfer sur Terre, quoi. Je ne pensais même pas qu'il y avait des endroits comme ça en France. Et je ne vois pas à quoi ça sert, en fait, de traiter les gens de cette manière-là. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de votre précédent livre, qui s'appelle donc Bordel, oui, publié aux éditions Belfond. Là, vous êtes attaqué à un autre sujet. Est-ce que vous pouvez en dire davantage ? Alors, c'est un livre très différent, parce que là, c'était vraiment... J'ai fait 2 séjours dans une maison close, en fait, à Genève. Une maison close de luxe qui reçoit, disons, 80% de filles françaises très jeunes. Et du coup, c'était à l'époque, donc c'était en 2013, et il y avait toute une discussion à l'époque sur la réouverture des maisons closes, et tout le monde avait une espèce d'avis assez définitif, positif, négatif, mais enfin bon, sur les maisons closes. Et du coup, j'étais allée faire un séjour dans cette maison. Donc j'attendais, je restais dans la salle où les filles attendent les clients, et j'ai enregistré les conversations pendant des jours, parce que c'était... alors tout le monde est rendu anonyme, la maison close aussi. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de livrer quelque chose de complètement brut sur ce qui se passait dans une maison close de luxe, donc avec des conditions censées être favorables, positives, etc. Et du coup, voilà, c'est comme une sorte de pièce de théâtre, en fait, c'est 24 heures dans la maison close. Et alors, il y a c'est un
problématique d'enfermement assez forte. Et puis, bon, moi, j'ai pas donné mon avis et j'ai rien raconté. Je voulais vraiment livrer les choses de manière brute pour que chacun se fasse son idée sur la façon dont ça se passait. Alors, c'est des filles qui sont très jeunes, qui viennent pour la plupart de banlieue, en cachant à leur famille ce qui se passe. Donc, elles viennent là pendant 5-6 jours. Ensuite, elles retournent chez elles. Elles gagnent des sommes très importantes, 15 000, 20 000 euros par mois, mais de l'argent qu'elles ne peuvent pas rapatrier. Donc, elles dépensent en sac, Gucci, en trucs complètement... alors la salle où elles attendent, la salle de repos, est remplie jusqu'au plafond de chaussures, de bijoux, de trucs... c'est un spectacle assez impressionnant. Et c'est des filles qui ont une espèce de descente physique comme ça, alors elles sont toutes assez touchantes, et il y a une espèce de descente physique très rapide parce que du coup elles dorment très peu. Il y a une arrivée de la drogue assez comment dire, rapide et puis voilà, forte pour pouvoir tenir. Elles mangent n'importe quoi, elles dorment là. Enfin c'est des conditions de vie assez particulières. Et les clients, alors c'est comme un menu en fait. Les clients choisissent les prestations sexuelles, ils payent au tout début avant de consommer, et puis ils choisissent les filles et voilà, et elles se présentent aux clients comme ça non-stop. Plus elles bossent, plus elles vont gagner de l'argent, mais il y a une espèce de folie, parce que de toute façon c'est de l'argent qu'elles ne pourront pas rapatrier, donc elles vont tout claquer, elles vont aller de plus en plus mal physiquement, donc en fait la tenancière va assez rapidement demander à changer de fille, donc en fait elle va les virer, et puis elles vont aller dans une autre maison close qui leur proposera des conditions de travail de plus en plus difficiles. Sur toutes les filles que j'ai vues, je pense qu'il y en a 2 ou 3 seulement qui vont vraiment utiliser cet argent pour faire quelque chose, ouvrir une boutique, se créer une vie meilleure que celle qu'elles avaient. C'est un univers très fou, assez religieux et familial aussi, parce qu'il y a une grande place du patriarcat, des tas de choses un peu folles dans le mode de fonctionnement, et en même temps très triste de ce que ça dit du devenir de ces filles, quoi, parce qu'elles vont... Enfin, cet argent va partir en fumée, quoi, voilà. Et puis elles auront vécu tout ça pour rien. C'est des choses qui se font beaucoup dans le mensonge, et quand alors, la famille finit de temps en temps, souvent, parfois, par apprendre des choses, et ça se passe rarement bien, quoi.